Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle scabre. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, il a annoncé qu'il retournerait dans les pays, précisément à l'est du Congo, où c'est à Goma, là où est le siège du M23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est là pour aider à trouver une solution à la crise dans l'Est ravagée par la guerre depuis des décennies. Il se murmure que Kabila, il rentre aujourd'hui parce que Kagame leur a demandé de prendre leurs responsabilités. Imaginez un peu, pourquoi est-ce qu'un président qui est allé faire soi-disant les études à l'étranger, et il décide de rentrer au pays par une zone contrôlée par les rebelles du gouvernement? Non, c'est sans doute que Kagame est les parents de la guerre de l'Est, donc Kabila, Kamitatu, Katumbi sont de membres. Il se murmure que Kabila n'a pas sa pouvoir et pas moi Sinaï Olive. Je vous laisse suivre la vidéo, laissez-moi les commentaires. Lundi, le PPRD célèbre son 23e anniversaire, sans son président et fondateur, Joseph Kabila, en exil en Afrique du Sud. Les cadres du parti de l'ancien chef de l'État congolais ne se doutent alors pas que celui-ci s'apprête, une nouvelle fois, à sortir de son silence et à annoncer son retour. Le lendemain, mardi, l'hebdomadaire Jeune Afrique relate le contenu d'une déclaration écrite de Joseph Kabila. Il va bientôt revenir dans son pays parce que la situation sécuritaire et institutionnelle l'y oblige et parce qu'il veut contribuer, dit-il, à la recherche d'une solution à la crise. Il annonce aussi qu'il arrivera par l'est de la RDC. Ce proche de l'ancien président n'y voit aucun message politique. S'il rentre par l'Est, bon, pourquoi l'Est ferait jaser? Et à Ouvira, il a des résidences. À Bukavu, il a des résidences. Il peut rentrer partout. Au Katanga, il a des résidences. Il n'y a aucune loi qui oblige quelqu'un à passer par Kinshasa pour rentrer dans ce pays. Le président Tshisekedi a accusé, il y a plusieurs mois déjà, son prédécesseur de préparer une insurrection et est convaincu qu'il appartient à l'AFC M23, à la manœuvre dans l'Est. L'annonce de Joseph Kabila coïncide avec la fin, mardi également, des consultations initiées par le pouvoir en vue de former un gouvernement d'union nationale. Elles ont été menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité pendant un peu plus de 2 semaines. Et le PPRD de Joseph Kabila, comme d'autres poids lourds de l'opposition, n'y a pas participé. Mais pour le ministre de l'Aménagement du territoire, la réalité est plus complexe. Sans citer nommément Joseph Kabila, il assure que le dialogue n'est rompu avec personne. Formellement, les consultations s'achèvent. À mon avis, ça ne s'achève pas. Parce qu'en Afrique, nous avons cette qualité de parler, de continuer à parler. Je sais qu'il y a des échanges qui sont en cours. Vous savez, il y a des pourparlers qui ne se font pas toujours devant la caméra. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie secrète. L'animateur de ces consultations politiques est censé rendre dans les jours à venir un rapport au chef de l'État. Un pas de plus vers un retour dans la politique congolaise. Joseph Kabila a annoncé hier son retour prochain en République démocratique du Congo. Après plusieurs mois de silence et une année d'exil, l'ancien président congolais justifie sa décision par la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle en RDC. Celui qui a quitté la présidence en 2019 exprime donc sa volonté de contribuer à la recherche d'une solution à la crise que le pays traverse actuellement. À l'annonce de ce retour, elle intervient dans un climat politique tendu à Kinshasa et elle soulève de nombreuses questions, notamment sur ses intentions réelles. Patient Ligodi. C'est une déclaration écrite consultée par RFI dans laquelle Joseph Kabila sort de sa réserve. Il évoque une situation hors de contrôle marquée par la montée de l'insécurité et la déliquescence des institutions et il annonce sa décision « Je rentre ». Sans délai. Mais aucune date n'est précisée. Selon l'un de ses proches, ce retour pourrait avoir lieu dans les prochains jours par l'est du pays sans plus de précisions. De l'Ituri à l'espace Katanga, c'est toujours l'est de la RDC, indique un conseiller. Sur une éventuelle participation à l'action de la FCM23 de Corneille Nangaa, la déclaration de Joseph Kabila ne dit rien, mais un de ses proches, interrogé par RFI, n'exclut pas cette hypothèse. Et il répond laconiquement, c'est possible. Ce retour est annoncé alors que le PPRD, son parti, a marqué sa rentrée politique le lundi. Un peu plus tôt, le parti avait rejeté l'appel du président Félix Tshisekedi à rejoindre les consultations dans l'optique de la composition d'un nouveau gouvernement dit d'union nationale. Bonsoir, vous êtes chercheur à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et Bouteli. Pourquoi Joseph Kabila choisit d'annoncer son retour maintenant, selon vous ?
Depuis un temps, on a constaté cet effet où l'ancien président Joseph Kabila a rompu avec son silence légendaire dans une situation où l'Est de la République démocratique du Congo se trouve sous occupation d'une rébellion que l'on a déjà connue dans le pays. Ce moment où aussi le pouvoir en place est assez critiqué pour la mégestion, le manque de sérieux dans la gouvernance, l'ancien président Joseph Kabila, il trouve d'une certaine façon un moyen pour lui de se positionner en tant qu'une alternative à la crise actuelle, qu'il faut signaler que depuis la chute de Goma et de Bukavu, nous sommes plus dans une situation de crise sécuritaire, mais qui est désormais devenue une crise politique majeure que traverse le Congo. Et pourquoi dit-il qu'il va entrer par l'est du pays ? Alors, le président Kabila, il reste l'énigmatique personne que nous avons connue. Il aurait, oui, rompu avec son silence, mais il reste égal à lui-même. Il ne perd pas son côté mystère. L'est du pays, ça pourrait bien être Goma, tout comme ça pourrait être l'Ituri, Arua ou le Tanganyika, qui sont des zones qui ne sont pas sous occupation de la rébellion. Il ne faudrait peut-être pas assez se précipiter à des conclusions. Je pense qu'il faudrait plutôt observer dans le sens où le président Joseph Kabila reste un Congolais qui jouit de ses droits civiques et devrait aussi jouir de ses droits de mouvement, venir à l'est du pays. Il n'a pas précisé qu'il venait à Goma ou à Bukavu, qui sont des zones sous l'occupation de la rébellion. Je pense qu'il faudrait, dans un premier temps, observer et voir quelle sera sa décision. Après tout, je suppose que lorsqu'on est ancien président de la République, on a beaucoup à perdre en mettant en jeu son estime ou sa personnalité lorsqu'il faut rejoindre ou prendre la tête d'une rébellion. Mais quelle relation a-t-il justement avec l'AFC M23 qui contrôle certaines zones dans l'Est ? C'est clair que l'AFC M23 a des relations avec tous les acteurs politiques au pays. Corneille Nangaa a été le président de la CENI. Par ricochet, il connaît tout le monde. Il a au moins été dans le sphère de prise de décision au plus haut niveau du pays. Autant qu'il est proche ou qu'il a été proche à un moment donné du président Félix, ça serait les mêmes relations qu'il aurait ou qu'il serait supposé avoir avec le président Kabila. Donc à ce moment, je pense qu'il ne faudrait pas de verser dans les procès d'intention, mais plutôt observer et voir quelles sont les chances qu'il pourrait représenter en tant qu'ancien président et qui détient à juste valeur une certaine influence sur les acteurs qui se retrouvent aujourd'hui dans la rébellion à l'est du pays. Henri Pacifique Mayala, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à Eboutelli. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, Paul Nsapou. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. On va évidemment évoquer la situation gravissime, il faut le dire, dans l'est de votre pays, les combats entre le M23, l'Alliance du fleuve Congo, soutenue par le Rwanda d'une part, l'armée régulière et les milices dites Wazalendo d'autre part, continuent à tuer beaucoup dans l'est du pays. Selon la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme de l'ONU, depuis le début de l'année ont été recensées 602 victimes d'exécutions extrajudiciaires et sommaires commises par toutes les parties au conflit. Est-ce que ces chiffres sont exacts ou largement sous-estimés selon vous ? Je pense qu'avec l'accalmie, le retour de cette accalmie pourra nous indiquer et fixer ces statistiques-là qui sont avancées. Moi, je crois que c'est à la hausse, selon nos investigations, difficiles bien sûr, parce que la CNDH a des antennes et partout, dans toutes les provinces. Et c'est vrai que lorsque il y a confrontation, lorsqu'il y a un conflit comme celui-là, les partis, les protagonistes qui s'affrontent, évidemment, il y a des dégâts. Quand deux éléphants se battent,
c'est l'adage, c'est l'herbe qui en pâtit. Et donc, mais pour le moment, nous avons des informations que c'est plus la coalition RDF, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, le mouvement du 23 mars et l'AFC de Corneille Nangaa, qui continuent à commettre beaucoup de massacres des populations et beaucoup de violations des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, le rythme est tel que chaque jour, il y a 3 à 4 personnes qui sont tuées au niveau de la population sous la gestion du M23 AFC, avec la présence des éléments de cette force rwandaise. Alors une question évidemment qui se pose, hein. Le gouvernement congolais a accusé le Rwanda d'être directement présent sur son territoire et dans ses combats. Est-ce que vous avez des preuves que le Rwanda commet des violations, y compris des crimes? Oui, nous avons des preuves, hein, parce que cette infiltration ne date pas de la période ou de la date de l'explosion, c'est-à-dire le 26 janvier. Bien avant, nous avions dénoncé cette présence-là, cette infiltration. Mais le 26, le Rwanda a carrément franchi les frontières pour attaquer la ville de Goma et les environs, y compris Bukavu par la suite. Et donc, tous les rapports qui viennent de notre maison, la CNDH, démontrent clairement que voilà, le Rwanda est derrière tout ce qui est arrivé. Il y a une différence entre être présent sur le territoire et commettre des meurtres, des viols, des pillages. Est-ce que c'est les informations que vous avez? Oui, ce sont des informations que nous avons recueillies sur terrain. Et comme vous savez, la CNDH va documenter tous ces cas-là, les approfondir, parce que nous avons encore du personnel caché sur place qui renseigne sur toutes les violations des droits de l'homme qui se commettent sur place. L'ONU dit que c'est toutes les parties, donc ça inclut aussi l'armée congolaise et ses alliés. Est-ce que là aussi, vous avez recueilli des preuves de violations graves des droits de l'homme? Mais je vous ai dit tout au début que, voilà, quand 2 éléphants se battent, l'herbe en pâtit. L'herbe, ça peut être la population civile, mais la plupart de ces que nous recueillons présentement, ce sont des violations graves des droits de l'homme et même du droit international humanitaire, occasionnées par les 2 mouvements, c'est-à-dire le M23 et l'AFC. Pour vous, ce sont les principaux coupables? Oui. L'ONU a aussi parlé dans la ville de Bukavu, hein, la capitale du Sud Kivu, d'exécutions sommaires d'enfants par le M23. Est-ce que vous confirmez ces informations? Oui, nous les confirmons parce qu'à Bukavu, il y avait encore nos représentants et on a vu que ceux qui se sont retirés du côté de l'armée de la RDC avaient jeté les uniformes. Et les enfants ont récupéré ces uniformes-là et ont été exécutés de façon sommaire. Et la série a continué, le recrutement des enfants et leur enrôlement forcé et leur disparition des milieux où ils vivent naturellement. Vous avez parlé de la communauté internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est venu à Kinshasa récemment. Il avait annoncé rouvrir une enquête sur les crimes au Nord Kivu depuis 2022. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a aussi annoncé l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante. Hein, c'est le plus haut degré d'enquête. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que tout ceci ne sert à rien? C'est déjà un pas significatif. Mais nous, défenseurs des droits de l'homme, nous, Commission nationale des droits de l'homme, nous, société civile, droits de l'homisme de la RDC, nous demandons plus parce que c'est un conflit qui a duré et pour lequel nous avions dénoncé
de graves situations qui ont explosé ce premier trimestre de cette année. Nous voulons qu'au-delà de toutes les résolutions et décisions qui sont prises dans les enceintes internationales, nous voulons qu'au-delà de la résolution 2773, que des sanctions ciblées soient prises pour lutter contre l'impunité. Joseph Kabila, d'après le président Tshisekedi, est l'ordonnateur de tous ces troubles à l'Est. Est-ce que vous souscrivez à cette vision ou est-ce que vous pensez que c'est de la politique politicienne ? Bon, ça peut être de la politique politicienne, bien sûr, mais il a posé des actes. Et là, il a choisi, apparemment, de soutenir ceux qui ont pris les armes. Et pas les moindres, parce que Nanga était président de la commission électorale. Vous voyez ce que ça représente comme conséquence. C'est pratiquement, il a poignardé une culture qui se mettait en place, qu'il fallait la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Et aujourd'hui, un ex-président de la commission électorale choisir les camps de prendre les armes. La population nous dit alors, mais à quoi a servi cette démocratie électorale et consort? Et c'est grave comme conséquence. Et c'est ce monsieur-là, semble-t-il, pour lequel, et son mouvement, le M23 d'un côté et AFC de l'autre côté, qui ont, si vous voulez, l'adhésion, la sympathie, le soutien politique tel qu'on a suivi le président Kabila, le dire que vraiment les M23 et les autres défendent les aspirations de la population. Ça, ce n'est pas possible. Très rapidement, vous avez été nommé par Félix Tshisekedi. Il est très vivement critiqué par l'opposition, par certaines associations, pour ne pas respecter sa promesse d'améliorer la situation des droits de l'homme. Il y a eu le possible retour de la peine de mort. Est-ce que vous êtes inquiet de cette évolution? Parce qu'on a beaucoup parlé du Rwanda, de Joseph Kabila, mais pas beaucoup de Félix Tshisekedi, dont le bilan n'est peut-être pas si reluisant. En matière de droits de l'homme, on était sur la bonne lancée, on y est. Parce que dans la partie qui n'est pas contrôlée par les forces rwandaises, les M23 et l'AFC, eh bien, dans cette partie, il n'y a pas de liberté. On ne peut pas manifester librement dans le nord et sud Kivu, à Goma ou ailleurs, sans s'exposer. Alors, nous étions sur la bonne lancée. Le Kinshasa, en tant que gouvernement, a produit beaucoup de lois promotionnelles et protectrices de valeurs de dignité humaine, le droit de l'homme et la démocratie. L'opposition affirme que la réalité n'est pas celle que vous décrivez. Mais non, on sait l'opposition, lorsqu'elle veut taper, on sait sur quelle corde de la guitare pincer le droit de l'homme. La peine de mort, ce n'est pas justifié parce que maintenant, un gouvernement responsable a pensé, le gouvernement a pensé qu'il fallait secouer un peu, lever le moratoire sur la peine de mort. Mais j'avais dit en même temps que nous avons approché le gouvernement pour comprendre sa motivation ou ses motivations. Et aujourd'hui, j'ose confirmer ici que pas même un seul enfant Koulouna, les enfants de la rue, n'a été exécuté. Et d'ailleurs, vous avez appris que ceux qui étaient condamnés dans le dossier de coup d'État à Malanga, son fils et les autres, ont été, transférés dans leur pays d'origine, aux États-Unis d'Amérique. Je vous pose très rapidement la dernière question. Est-ce que le président Tshisekedi vous a assuré que la peine de mort ne serait pas utilisée en RDC? Parmi les acteurs politiques que nous avons approchés, il nous a rassurés, et tant d'autres, que c'est une mesure pour faire bouger la communauté internationale, afin de regarder ce qui se passe depuis 3 décennies à l'est du pays,
un conflit qu'il a trouvé, etc. Je vous repose la question. Est-ce que le président Tshisekedi vous a assuré que la peine de mort ne sera pas mise en œuvre en RDC, oui ou non? Par les comportements, on ne l'exécute pas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Mtsapou, d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.